North right clamp, south fox, H top pass 38, top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Deuxième semaine, on va donc parler de cette deuxième semaine à NFL, des points à retenir. Vous l'avez vu sans doute, on a eu des surprises, on a eu des cartons, on a eu des matchs indécis. Comme d'habitude, la NFL ne déçoit jamais. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler des tops et des flops du week-end. On va parler de notre affiche, la palette, les pronos de la troisième semaine. Et on fera aussi un interlude NCAA. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes articles du week-end, en NFL et NCAA, sur mon blog. Je vous laisse les liens, comme d'habitude, dans la description. Alors commençons. Les tops et les flops de ce week-end. Pour les tops, on pourrait parler des Bills, on pourrait parler des Ravens, des Los Angeles Rams. Toutes ces trois équipes ont encore gagné. Elles ont très bien joué. On pourrait aussi parler de la superbe prestation de Détroit contre Chicago. Mais non, on va se pencher sur trois autres points qui ont capté notre attention ce week-end. Commençons par un joueur, un quarterback. Russell Wilson, le Russ. Alors pendant une semaine, notre ami Russell, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait traîner dans la boue. Beaucoup demandaient sa mise à l'écart au profit du jeune quarterback Jackson Dart. Mais l'entraîneur des Giants, Brian Daboll, lui restait fidèle à son vétéran quarterback. Et ce joueur, donc Russell Wilson, il nous a fait un match qui était l'opposé complet de sa prestation le week-end dernier. Hier, dimanche, il nous a fait un superbe match. Alors, regardons les stats. On parle de 30 passes complétées sur 41 pour 450 yards de passes au total et 3 passes de touchdown. Et les 3 passes de touchdown, alors attendez, c'est genre, on parle de 3 bombes. On a eu d'abord une passe de 29 yards pour Malik Neighbors, puis une passe de 30 yards pour Wan'Dale Robinson. Et le troisième touchdown, c'était un missile de 48 yards pour une nouvelle fois Malik Neighbors. Donc trois superbes lancers qui donnaient en fait 21 points aux Giants. Seul bémol pour Russell Wilson, en fait 2 on va dire. D'abord, il s'enflammait un peu en fin de match, dans la prolongation. Sans doute, il voulait être le héros de New York. Et il lançait une passe qui était en fait interceptée, une longue passe vers Robinson. Et cette fois-ci, la défense de Dallas éveillait au grain et ils interceptaient la passe. Le deuxième bémol, c'est que malgré cette superbe prestation de Wilson, les Giants y perdent encore une fois. Un autre top ce week-end, c'est Mac Jones et l'attaque de San Francisco. Alors, mettons en contexte, rappelons que il y a beaucoup d'absents côté 49ers. Brock Purdy, le quarterback, est blessé. On parle entre 2 et 5 semaines pour une blessure au gros orteil. Il manquait aussi George Kittle, le tight end, qui lui est blessé aux ischio. Avant 5 semaines, on va pas le revoir. Et il y a encore le receveur Brandon Aiyuk qui lui il est en réhabilitation et donc il devrait revenir après la 6e semaine à peu près. Donc voilà, on parle de 3 pièces maîtresses qui manquent à l'attaque des 49ers et qui manquaient ce week-end encore. Le point positif donc de l'attaque de San Francisco, c'est que le remplaçant, le quarterback Mac Jones, il a été très bon hier. Alors il a lancé 3 passes de touchdown, 26 passes réussies sur 39 pour 279 yards. Pas d'interception, match très propre. Et en plus, San Francisco, ils se sont beaucoup reposés sur le jeu aérien, même si le jeu au sol est plutôt le point fort de cette équipe. Au sol, par contre, ils ne gagnaient que 70 yards, donc c'est pour ça qu'ils se reposaient beaucoup sur le jeu aérien. Et entre les bonnes décisions de Mac Jones et la précision de ses lancers, en fait, ça a fait la différence, quoi. 279 yards de gagné dans les airs, c'est beaucoup.
Après, il a pu compter sur Joan Jennings, Christian McCaffrey aussi, Ricky Pearsall, qui étaient les cibles préférées. Donc en fait, une nouvelle victoire des 49ers, en grande partie grâce à leur attaque. Un autre top, et le dernier, ça sera les Indianapolis Colts, avec une deuxième victoire en 2 matchs. Et en prime, une nouvelle jolie performance du quarterback Daniel Jones. 316 yards de passe, un touchdown, pas d'erreur, pas d'interception, pas de fumble, une nouvelle très belle prestation du quarterback. Et souvenez-vous, il était très critiqué en début de saison. Très peu de gens misaient sur les Colts cette saison. En grande partie, ils dénonçaient la faiblesse de leurs 2 quarterbacks, que ce soit Daniel Jones ou Anthony Richardson. Mais là, par contre, Daniel Jones, ça fait 2 matchs qu'il est très bon. Très bon match en attaque des Colts, pas seulement dans le jeu aérien, mais aussi le jeu au sol, avec l'excellent Jonathan Taylor, qui a été très productif. À lui tout seul, on parle de 25 portées de ballon pour 165 yards. Donc voilà, un très bon ensemble très bon match dans l'ensemble de l'unité offensive des Colts. Une nouvelle fois, ils ont marqué sur quasiment toutes leurs possessions, Et là, c'est là où personnellement, ça me touche un petit peu, car en fait, on n'a pas encore vu leur punter. Il n'a pas encore joué cette saison. Shane Steichen, l'entraîneur de Indianapolis, il n'a pas eu besoin de lui ce samedi, et donc ça en dit beaucoup sur la performance offensive de cette équipe sur leurs 2 premiers matchs. Passons au flop. Alors, on va pas parler de Miami ou de Chicago, ça ne saurait tarder dans les semaines à venir, mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs flops. Commençons par Cincinnati. Vous me direz, pourquoi Cincinnati? Ils ont gagné leur match, ils sont à 2 victoires en 2 matchs. Non, c'est pas ça le problème. Pour moi, ils font partie des flops parce qu'en fait, c'est leur gestion qui pose problème. On en a parlé en pré-saison. Alors oui, ils ont 2 superbes receveurs, Ja'Marr Chase, T. Higgins. Ils les ont prolongés l'intersaison, très bien payés. Ils ont finalement payé aussi leur pass rusher Trey Hendrickson. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils viennent de perdre leur pièce clé, leur pièce maîtresse, le quarterback Joe Burrow, qui s'est blessé une nouvelle fois. Et là, on parle de 3 mois d'absence pour une blessure des ligaments de l'orteil. Et sans Joe Burrow, je vois pas comment le remplaçant Jack Browning, malgré les superbes receveurs, je vois pas comment les Bengals ils peuvent finir sur une saison positive. Et je vois pas comment ils peuvent atteindre les playoffs sans Burrow. Donc c'est pour ça que moi je les mets dans mes flops. La défense des Steelers aussi. Difficile en ce moment. Hein. Leurs 2 premiers matchs. Pourtant, ils sont dirigés par un entraîneur à vocation défensive avec Mike Tomlin. Ils ont pourtant de très bons joueurs avec Cam Hayward, le capitaine, TJ Watt et d'autres. Ils se sont fait bouger une nouvelle fois. Ils ont encaissé plus de 30 points, comme la semaine dernière contre les Jets. Alors, je regardais les stats d'hier. Ils ont laissé 395 yards à Seattle, dont 278 dans les airs. Alors, je pensais qu'ils s'étaient renforcés dans l'arrière-garde avec Darius Slay, avec Jalen Ramsey, les 2 en cornerbacks. Je pensais qu'ils avaient solidifié leur secondaire. Mais non. Sam Darnold et les Seattle Seahawks, ils les ont découpés. Donc il y a un problème à Pittsburgh et ils vont devoir très rapidement le régler s'ils veulent faire une bonne saison. Un autre flop, et celui-là il m'affecte vraiment parce que c'est la performance offensive de mon équipe, Minnesota, les Vikings. Très mauvais match en attaque. Très mauvais match. Ils ont gagné seulement 190 yards à domicile. C'est terrible. On a une version de J.J. McCarthy, le quarterback, qui était plutôt celle des 3 premiers quarts-temps contre Chicago la semaine dernière. Et hier soir, enfin ce dimanche soir, il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de 4e quart-temps exceptionnel de la part de J.J. McCarthy. Après, le problème, c'est pas seulement McCarthy. Hein, il a été très souvent mis sous pression, 11 fois d'ailleurs. Il a été saqué plus de 5 fois. Après, c'est vrai que sa prise de décision laissait à désirer quelquefois. Il a fait de très mauvais choix. En plus, c'est censé être un joueur athlétique. Là, il ne l'a pas montré du tout. Il n'a jamais su comment s'échapper de la poche. Enfin bref.
Après, surtout que le pass rush, c'est pas le point fort de la défense des Falcons, on va dire. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas seulement de sa faute. La protection de la ligne offensive, bon, il doit vraiment s'améliorer. Comme le dit le dicton, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est vrai que l'absence du tackle gauche, Christian Darrisaw, elle s'est vraiment faite ressentir hier. Et son remplaçant, Justin School, il s'est fait manger tout le match. C'est vraiment le maillon faible de cette ligne offensive en ce moment. Après, c'est vrai que aussi pour aider JJ McCarthy, ils avaient beaucoup investi dans le jeu au sol, avec justement des nouveaux linemen offensifs, les Ryan Kelly, et pour bloquer les défenseurs adverses, pour ouvrir des espaces. Ils avaient aussi recruté le coureur Jordan Mason des 49ers, un très bon joueur. Sauf que hier, dimanche contre les Falcons, même le jeu au sol n'a pas marché. Je crois qu'ils ont même pas gagné 80 yards au sol, bon, c'est très très peu. Conclusion, beaucoup de travail pour l'entraîneur Kevin O'Connell. Et après, c'est peut-être aussi une gifle pour les Vikings qui arrive au bon moment. Enfin, on l'espère. L'affiche de la semaine, c'était forcément le remake du Super Bowl entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. Alors cette fois-ci, ils s'affrontaient pas sur terrain neutre, ils se retrouvaient à Arrowhead, l'antre de Kansas City. Et contrairement au Super Bowl, on n'a pas vu un match très ouvert. On a vu un match avec deux attaques qui produisaient très peu, et en grande partie à cause de deux défenses qui étaient vraiment très 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 solides. On a vu un Mahomes très esselé. Ces Chiefs étaient vraiment handicapés par les absences des receveurs Worthy, Rashee Rice. Ils ont eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup d'erreurs de main. On va en parler un peu plus tard. Donc Mahomes, en fait, il devait vraiment tout faire quoi dans cette attaque. Et il n'a pas été très aidé donc par peut-être sa cible la plus fiable depuis une décennie, Travis Kelce, qui a raté 2 réceptions qui pourtant, pour un joueur de son niveau, semblaient très simples. La première qui rate là, alors que c'est dans le 4e quart-temps, il est à 1 yard de l'embut. S'il attrape le ballon, il se retourne, c'est touchdown. Et les Chiefs prenaient l'avantage. Mais non, en fait, le ballon, il rebondissait dans ses mains. Et par malchance pour Kansas City, il atterrissait dans les bras du safety des Eagles, Andrew Mukuba. À part ça, c'est vrai que les Chiefs en attaque, bon, ils se sont fait du mal tout seuls, parce que outre cette réception ratée de Kelce, il y a aussi 2 autres moments clés pour les Chiefs. Alors d'ailleurs, il y a le field goal raté de Buckner en fin de premier quart-temps. Alors certes, c'est 58 yards, mais Buckner, c'est un Pro Bowler, c'est un des meilleurs buteurs de la ligue. Et c'est les 58 yards, c'est à sa portée, quoi. Il en a passé de plus loin que ça, quoi. Donc là, déjà, c'est 3 points de perdu. Après, dans le 4e quart-temps, je crois, ils sont dans leurs 30 yards, dans leur propre 30 yards. C'est un 4e down, il y a 1 yard à parcourir. Et Andy Reid, alors que le score est de 13-10 pour les Eagles, donc ils sont pas à 10 ou 15 points, quoi. Andy Reid, il décide d'y aller. Il décide de tenter de convertir ce 4e down. Problème, l'appel de jeu est mauvais. Il appelle une course de Pacheco, mais là, vous voyez sur l'action, la ligne offensive, elle se fait complètement dézinguer dans les tranchées par la ligne défensive des Eagles. Ils attrapent Pacheco, ils le plaquent à 4 ou 5 yards derrière la ligne de scrimmage. Bon bref, une catastrophe, cet appel de jeu. Philadelphie, par chance pour les Chiefs, ils vont pas marquer de touchdown en suivant, mais ils vont marquer un field goal et qui leur donne 3 points de plus. Et au final, ces 3 points, si vous regardez le score final, ils auront une très grande importance. Les Eagles, quant à eux, on peut pas dire qu'ils ont été énormes en attaque, au contraire. Parmi toutes leurs possessions, il y en a 5 qui se sont terminées sur des punts. On a vu un quarterback, Jalen Hurts, très nerveux. Plusieurs fois, on le voyait aller parler à ses linemen offensifs. Et tu voyais que c'est pas des compliments qu'il leur faisait, quoi.
Donc Hurts, on a vu il a passé une mauvaise après-midi. Il s'est fait très souvent blitzer. Je crois que c'est sur 16 de ses 25 dropbacks, il s'est fait blitzer. C'est assez énorme. Surtout pour un quarterback aussi athlétique. C'est pas une statue, Jalen Hurts, hein, bien au contraire. Après, on a vu les Eagles, ils ont eu beaucoup de mal en attaque. Ils suaient pour gagner des yards, vraiment. Hein. Et ils ont eu recours jusqu'à 7 fois à leur tactique maîtresse, au touche-push. Vous savez, cette version du QB sneak, où en fait, il y a deux joueurs qui se placent Jalen Hurts et qui le poussent vers l'avant. Et sur le deuxième touchdown des Eagles, d'ailleurs, qui était une nouvelle fois sur un touche-push, il y avait un peu de polémique, car Andy Reid, en fait, et la défense des Chiefs, ils se plaignaient aux arbitres d'un faux départ de la ligne offensive des Eagles. Et ils avaient raison. Les images, les ralentis montrent ensuite qu'il y avait eu vraiment un faux départ de la ligne intérieure offensive des Eagles. Les arbitres n'ont rien vu, donc le touchdown comptait, et voilà. Et en fait, les Eagles, ils faisaient une excellente opération en s'imposant chez peut-être leur plus grand rival, et sans doute le plus coriace de leur calendrier. Pour Kansas City, alors c'est vraiment pas un début de saison facile. C'est vrai que c'est la première fois en fait depuis le début de Pat Mahomes à NFL que les Chiefs démarrent la saison avec un bilan de 2 défaites en 2 matchs. Ça ne leur est jamais arrivé. Mais bon, on va pas s'alarmer non plus. C'est une très bonne équipe et avec un très bon entraîneur comme Andy Reid et Pat Mahomes aux manettes, je pense qu'ils vont récupérer aussi leur receveur, Rice et tout ça. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense qu'ils seront encore très compétitifs et à mon avis ils seront sans doute aussi en play-off cet hiver. Alors comme chaque semaine, on met le casque, on a la feuille de jeu, c'est l'heure de la palette. Et cette semaine encore, on va parler des Ravens, mais cette fois-ci, on va pas parler du jeu au sol. On va parler d'un très beau touchdown de Tylan Wallace sur une passe de Lamar Jackson. Une très belle action qui mérite d'être décortiquée. Alors voici déjà le touchdown à la télé en direct. Voyez les images. Décortiquons cette action parce qu'il y a pas mal de choses à analyser sur cette action. C'est une action qui est très bien menée. Alors déjà, regardons la composition. Ils sont en personnel 12. C'est-à-dire qu'il y a la ligne offensive, 2 tight ends, 2 receveurs et un running backs, un coureur. Okay? Donc vous reconnaîtrez Lamar Jackson, vous reconnaîtrez Derrick Henry, et ensuite, tout en haut de l'écran, il y a un receveur, c'est le 81, je crois, il me semble que c'est Patrick Bateman, si je ne me trompe pas, et en bas, c'est Tylan Wallace. Okay? Tylan Wallace, vous avez vu sur les images d'avant que c'est lui en fait qui va être à la réception du touchdown. Ok, alors regardons plusieurs choses. Déjà, regardons le mouvement des joueurs. Regardez ce que fait la ligne offensive. D'accord? Regardez ce que font les 2 tight ends. Ok? Si on lance la vidéo, regardez déjà ce que font juste avant le snap. Ok? Vous avez vu le numéro 89 qui est un tight end. En fait, il a changé de côté. Il s'est mis à gauche de la ligne offensive. On voit la composition. On voit les 5 de devant. On voit les 2 tight ends. On voit les 2 receveurs bien excentrés. Ensuite, vous allez voir les premiers mouvements. Stop. Ok. Là, on a vu déjà Tylan Wallace qui était tout en bas, qui s'est rapproché de son tight end. Et regardez ce qu'il fait en fait. Il va passer derrière son tight end. Et voilà. Regardez ce qu'il fait Lamar Jackson. Hop. Il fait, en fait, ça s'appelle un play action. Play action, ça veut dire il va faire un fake. Il va faire semblant de donner la passe à Derrick Henry. Et si vous regardez en même temps, vous allez voir, surtout si on change d'angle, vous allez voir comment bouge la ligne offensive. D'accord? Alors regardez la ligne offensive. Hop, vous avez vu? Ils poussent tous dans la même direction. Ils poussent tous un peu vers la gauche. Parce qu'en fait, ils veulent tromper la défense et Derrick Henry va sur la gauche aussi. Regardez bien.
Vous avez vu? En fait, là, il trompe la défense avec ce mouvement vers la gauche. Si on prend dans l'autre angle, donc regardez, Lamar Jackson, on va s'arrêter là, stop. En fait, là, le mouvement qu'il fait, Lamar Jackson, s'appelle un bootleg. Donc, en fait, après avoir fait semblant de donner le ballon à Derrick Henry, il fait comme une espèce de cercle, en fait, de demi-cercle, pour en fait échapper à la pression aussi, avoir un petit peu d'espace. Donc, en fait, il sort de la poche, il n'a plus de protection, mais comme le jeu est parfaitement exécuté et la route de Wallace est parfaite, le tracé de Wallace est parfait, voilà, ça finit sur un touchdown, d'accord? Et si on regarde avec cette vue, on va dire, de face, vous allez aussi voir le gros travail du tight end. On va voir, vous voyez? Voilà, s'il arrive, regardez ce que fait le tight end juste devant lui. Sur l'autre angle, peut-être que c'était pas clair, mais regardez ici ce qu'il fait. Vous avez vu? Il va bloquer le défenseur des Browns, on dirait le 57, on dirait le numéro, et en fait, Wallace va passer dans son dos. Et il va prendre, en fait, l'espace et il va être complètement libre. Regardez. Vous avez vu? Le 57, il a jamais réussi à prendre Wallace. Ok? En fait, disons que le Titan, le 88, a ouvert une voie pour Wallace pour qu'il passe dans son dos, en fait. Hop, voilà. Et après, il va faire une course où il va aller dans le coin. Voilà, avec l'autre angle, c'est un peu plus clair peut-être. Regardez, voilà ce qu'il fait à la course. Hop. Et voilà. Très beau tracé. Un appel de jeu réalisé à la perfection par les Ravens. Alors, passons aux prédictions. Vous avez vu cette semaine, bon, j'ai fait un 2 sur 5, vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'époque où j'étais à l'université et je m'obstinais à jouer à côté match. Je ne sais pas si vous vous souvenez côté match. Et je jouais très souvent et très souvent c'était sans succès. Mais bon, bref, on va se prêter au jeu une nouvelle fois. Voici mes 5 pronos pour la 3e semaine. Vous voyez, avec une petite différence, j'ai ajouté cette fois-ci le handicap, la différence de points qui est pronostiquée par les maisons de pronostic par les Américains, quoi. Cela veut dire que si je choisis une équipe, et je vous montrerai un exemple après, elle devra gagner par plus de points que le handicap, d'accord? Sinon, ça voudrait dire que le pronostic n'est pas bon, d'accord? Donc voilà mes 5 pronos pour la semaine 3. Alors on commence avec Minnesota et un handicap de 4,5 contre Cincinnati. Alors après leur déconvenue à domicile contre Atlanta et face à Cincinnati privé de Burrow, je vois les Vikings gagner. Le deuxième match, les Philadelphia, les Eagles qui reçoivent les Rams, donnez-moi Philadelphia. Ils viennent de battre Dallas, ils viennent de battre Kansas City, ils ont l'air imprenables même s'ils sont pas encore à 100%. Donnez-moi les Eagles, s'il vous plaît. On continue, on reste avec une équipe de Los Angeles, les Chargers qui reçoivent les Denver Broncos pour un derby de division. Je vois les Chargers gagner à domicile. Ils sont en grande forme. J'ai pas vu encore le match de lundi, forcément quand j'enregistre cette vidéo c'est lundi après-midi. Mais bon, je vois les Chargers gagner à domicile. Donnez-moi les Chargers de Jim Harbaugh. Chicago contre Dallas. Alors Chicago, ils sont en reconstruction, les temps sont difficiles, ils viennent de se faire écraser à domicile par les Lions de Détroit. Ils reçoivent Dallas qui reste sur une victoire à l'arraché contre New York, mais je vois Dallas l'emporter. Ma dernière prédiction pour cette semaine 3, San Francisco qui reçoit Arizona pour un autre derby de division, la NFC West. Arizona est favori, mais je vois San Francisco gagner, surtout à domicile. Même Sam Purdy, Sam Kittle, ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans eux, donc donnez-moi San Francisco. Terminons cet épisode avec une petite minute ou un peu plus sur la NCAA, le football universitaire. On a vu de très gros matchs ce week-end. On a vu Georgia qui ne lâchait rien, les Bulldogs qui ont été très bons en attaque, hein. Pas forcément au sol, mais ils ont un très bon receveur avec Zachary Branch. Ils ont un quarterback, Stockton, qui est moins mauvais que prévu, hein. Et il s'impose à Tennessee dans les prolongations.
Après, attention, ils ont beaucoup souffert en défense, hein, surtout dans les airs. Et Kirby Smart va devoir serrer la vis un peu pour continuer à gagner des matchs, alors que la série de matchs à SEC s'approche et c'est Alabama qui arrive dans 2 semaines. Donc ils vont devoir s'améliorer. Notre-Dame qui est déjà dos au mur, 2e défaite en 2 matchs. Les playoffs s'éloignent déjà pour le finaliste du dernier championnat national. Surtout que le reste du calendrier est considéré très facile, sauf le match contre USC, attention. Hein. Donc ils pourraient finir avec 10 victoires et 2 défaites et ça pourrait ne pas être suffisant pour eux pour arriver aux playoffs. Donc attention pour Notre-Dame, pour les Fighting Irish. Ces 2 matchs nous prouvaient d'ailleurs que avoir un buteur de confiance, ça peut faire vraiment la différence. On a vu Tennessee qui avait le coup de pied de la gagne en fin de match, dans un temps réglementaire, mais le buteur, en fait, il le traque, bon, il ratait son coup de pied, et on savait ce qui se passait à Tennessee dans les prolongations. Notre-Dame, qui rate le coup de poing de conversion à 20 yards, c'est rien. Et ce point-là, c'est la différence entre Texas A&M et Notre-Dame. Texas A&M qui s'impose à Notre-Dame pour un petit point. Florida, les Gators, bon, ils sont déjà éliminés de tout là, avec une 2e défaite d'affilée. DJ Lagway, le quarterback 5 étoiles, un des favoris au trophée Heisman, il a fait le pire match de sa jeune carrière, 5 interceptions, et pourtant la défense a été fabuleuse. LSU n'a presque rien fait en attaque. Donc voilà, en fait Florida, ils se sont auto-sabordés, ils ont perdu le match tout seuls. Une autre équipe, la dernière équipe de qui on va parler, c'est Vanderbilt, les Commodores, la risée de la SEC pendant des années. L'an dernier, ils se sont réveillés avec l'arrivée du nouvel entraîneur Clark Lee et du quarterback Diego Pavia, l'américano-mexicain ou mexico-américain, comme vous voulez. C'était une véritable révélation la saison dernière, Vanderbilt. Ils ont fini la saison à 7 victoires pour 6 défaites. C'était la première fois qu'ils finissaient sur un bilan positif depuis je sais pas combien d'années. Et cette année, ils ont conservé l'ossature de leur effectif. Ils ont eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ils ont un effectif bien meilleur que l'année dernière. Ils se sont imposés hier 31-7 à South Carolina, qui est pourtant un sérieux client. Donc voilà, attention à Vanderbilt. Je vais pas dire qu'ils vont gagner la SEC, le championnat national. Non, loin de là, calmons-nous. Mais attention, ils pourraient poser des problèmes au ténor de la SEC et du football universitaire.